Avant de redonner la parole à la salle, je voudrais réagir sur ce que vient de dire Frédéric sur la place très importante de la non-violence dans l'Évangile et le Christ nous apportant « Je vous donne la paix » et interroger Antoine qui nous a présenté tout à l'heure dans son intervention les deux positions traditionnellement rencontrées dans la tradition chrétienne entre la position non violente et la position pragmatique. Et dans ton article auquel je faisais référence dans Réforme, tu concluais ton article en disant « La guerre est toujours injuste. La guerre est toujours injuste. Où se situe donc la vérité? Peut-être dans la tension entre les deux attitudes. » Et cette dernière phrase, pour moi, est très énigmatique et j'aimerais bien que tu puisses la commenter et ouvrir un peu le débat sur cette question. Voilà, alors, pour la tradition non violente, je veux dire que tout à l'heure, Frédéric a évoqué les églises mennonites, et c'est quelque chose auquel je suis très sensible, parce que moi-même, j'ai vécu 1 an dans une communauté mennonite. C'était aux États-Unis, et c'était pendant la première guerre du Golfe. Et à cette époque-là, 95% des Américains soutenaient l'effort de guerre du président Bush père, et la communauté dans laquelle j'étais s'opposait. Et donc il y avait un peu un conflit avec le quartier, avec l'environnement. Mais la position de cette église, c'était de dire nous ne sommes pas dans une sorte de morale kantienne en disant que nous souhaiterions que notre attitude soit occupée par tout le monde, peut-être, mais nous voulons être un pôle de contestation, un rôle prophétique. Le propre du prophète, c'est qu'il n'a pas comme vocation à gérer tout le monde, mais à être, par son attitude et par ses paroles, un lieu de protestation et un lieu de dire que quand un pays tout entier soutient comme ça un effort de guerre, et ben, de temps en temps, il faut des gens qui soient seuls et qui disent faisons attention, la guerre c'est comme une horreur, et la guerre est injustifiable, et de devoir le rappeler, je dirais même quand c'est pas la bonne. Hein. Alors, c'est-à-dire que c'est pas donc... voilà, et il me semble que c'est dans ce contexte-là que l'on peut entendre cette protestation non violente, mais je crois qu'il doit demeurer en termes de protestation. Maintenant, je voudrais, puisque j'ai le micro, je garde, faire 2 petites remarques par rapport à ce qui a été dit. Et par rapport, mais je voudrais quand même revenir sur l'histoire de la guerre au Mali, et je crois qu'Alain avait répondu en disant que une intervention régionale, il n'y a pas d'intervention régionale au Mali, et j'ai un ami qui était, enfin il n'y a pas de force africaine, d'armée interafricaine, on essaye. Et j'ai un ami qui habite en Côte d'Ivoire, et il me disait que les Ivoiriens avaient peur que les bandes qui descendaient vers Bamako ne s'arrêtent pas à Bamako, mais qu'elles descendent jusqu'en Côte d'Ivoire. Et que se serait-il passé si la France n'était pas intervenue? Nul ne peut le dire, hein, mais je dirais que, en tout cas, je peux dire que localement, le danger était vrai. Et puis, par rapport à notre ami syrien et par rapport à ce témoignage, je dirais que je crois qu'actuellement, et la guerre aussi entraîne une espèce de, comment on peut dire, de pourrissement d'une situation. Et à mes yeux, aujourd'hui, je sais que pendant longtemps, enfin, il y a eu des débats sur la Syrie, sur quelle position il faut tenir. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, la Syrie, c'est l'archétype de ce qu'on appelle une tragédie. Et une tragédie, c'est une situation dans laquelle il n'y a que des mauvaises solutions. Merci. J'ai vu Jean-Mathieu. Jean-Mathieu Elich, paroissien d'ici. On sait que la non-violence n'est pas vraiment de la nature humaine. On sait aussi que le décrochage moral menace, surtout quand la violence est là. J'aimerais demander à Paul Amar ce qui l'a aidé à rester, malgré ce qu'il a vécu, jeune, adolescent, jeune adulte, à rester du côté de la non-violence, sur le versant de la non-violence. Peut-être votre nature humaine? Mais oui, j'y répondais en partie. C'est précisément parce que je sais ce qu'est la violence que je la combats. Je vais vous donner un exemple qui peut vous paraître dérisoire.
mais qui est très révélateur de l'évolution de notre société. Et je parle de ma sphère, je parle toujours comme journaliste, pour qu'il n'y ait pas de confusion et pour avoir le propos le plus légitime qui soit. J'observe l'évolution de la télévision aujourd'hui. Ce mélange entre information et divertissement. Les Américains ont un mot qu'on a importé, l'infotainment. Cette façon de rire de tout aujourd'hui, de tout, y compris de la mort, y compris de la douleur, y compris de la détresse. Et j'observe mes confrères, plutôt amuseurs que journalistes d'ailleurs, qui font ça, et qui puissent dans l'actualité de quoi rire d'abord eux-mêmes et, espère-t-il, faire rire. C'est précisément parce qu'ils n'ont pas connu la violence. Ce sont des enfants gâtés pour moi. Et je suis parfois bouleversé par cette propension à rire de tout et à rire de la détresse humaine. Et toute cette génération le fait parce qu'elle n'a pas connu la guerre, parce qu'elle n'a pas connu la violence, parce qu'elle n'a pas vu la mort de près. Je ne le souhaite pas, évidemment. Mais si je combats à ce point la violence, parce que la violence est abattue sur les miens, mais aussi sur les autres, y compris ceux qui étaient en face. Et souvent des non-violents. Et j'aurais là pour le coup un propos plutôt réconfortant et plutôt optimiste sur les effets de la non-violence. Je ferai la distinction entre deux formes d'injustice. Et une question de degré, comme Antoine le disait tout à l'heure. Il y a l'injustice ultime, qui est le fait de barbare, je dirais même de sauvage, et qui justifie parfois l'intervention armée. Et puis il y a une autre forme d'injustice plus sournoise, qui s'appelle la discrimination, qui s'appelle les atteintes aux droits de l'homme. Et de ce point de vue, Martin Luther King les avait observés avec un très grand courage et avait décidé de répondre par la non-violence. Et je note que là, c'est pour ça que je dis que le propos sera réconfortant, on peut aboutir à un effet positif. Je ne sais pas si vous avez vu le Majordome, magnifique film, qui raconte l'histoire d'un père et de son fils, tous deux évidemment discriminés comme noirs. Et le héros de ce film assiste à la mort de son propre père dans les champs de coton. Ils étaient esclaves à l'époque. Et décide de réagir par la non-violence. Il va tenter de convaincre son fils qui, lui, veut réagir par la violence. Eh bien, c'est le père qui gagne grâce à cette non-violence. Et on a vu l'effet magnifique de cette attitude-là, malgré les heurts, malgré les orages, malgré les tempêtes, malgré les larmes, et malgré la mort de Martin Luther King. On a vu les effets aujourd'hui avec tout simplement la victoire d'un noir à la présidence des États-Unis et à la Maison-Blanche. Donc il arrive, rarement dans l'histoire de l'humanité, mais il arrive qu'un comportement non violent aboutisse parfois à un effet positif. Et moi, c'est ce qui me fait continuer de croire à ce comportement, mais plus que jamais aujourd'hui. Je souhaiterais savoir pourquoi on ne fait pas plus d'efforts pour désamorcer la violence avant qu'elle ne se lance. En fait, par exemple, pour le Rwanda, j'ai rencontré une personne d'origine, enfin, se rattachant au Tutsi, qui travaillait au Canada avant qu'il y ait le génocide. Et l'un de ses collègues allemands lui avait dit de surtout pas rentrer au Rwanda parce que tout le monde savait que ça allait éclater. Donc, pourquoi, lorsqu'on sait qu'il y a ces situations-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Également, je pense à l'un des créateurs de l'INSEE, Gruson, qui, à la fin de sa vie, avait essayé de mettre au point un système de traitement d'information qui aurait permis de gérer des données et de dire à tel endroit, on sait qu'il y a un conflit qui va se créer, il faut le désamorcer, le conflit. À l'époque, je pense que les moyens de traitement de l'information qu'il avait n'étaient pas suffisants pour maîtriser la masse d'informations à traiter, mais maintenant, pour quelle raison ne reprend-on pas son projet et éviter que l'on démarre dans la violence, parce qu'une fois que ça a démarré, effectivement, on arrive à une catastrophe et on ne sait plus comment l'arrêter. Une question pour laquelle réponse lapidaire, le combustible dont disposent les pyromanes, c'est pas très grave, c'est pas très
Donne-lui, Basile. Le combustible dont dispose le pyromane est de loin plus inflammable que ne sont efficaces les moyens dont disposent les pompiers. Non. Je ne répondrai pas d'une façon inutile comme le fait Alain, mais je rebondis volontiers sur le fait Lucifer, dont on peut parler avec beaucoup de pertinence tout à l'heure. Sur le mandat, vous avez raison, mais comme sur la Shoah, il y a des degrés de violence qui aboutissent à des comportements sauvages, c'est vrai, mais il y a une violence préméditée, il y a une violence programmée. Et sur le Rwanda, vous avez 1000 fois raison, les Hutus préparaient depuis fort longtemps ce génocide, l'avaient programmé, l'avaient codifié, avaient appelé même la population civile Hutu à prendre le relais des militaires pour aller massacrer les Tutsis, et les puissances occidentales le savaient parfaitement, ou les puissances internationales, et ont laissé faire. C'est dire le degré aussi de cynisme des puissances économiques. Mais touchez pas ce micro. La violence du micro. Mais il ne faut plus toucher le micro, prenez l'autre. Et derrière ce que Paul vient de dire, il y a aussi l'incroyable inconscience de ceux qui ne se méfient pas de la montée des affirmations identitaires, qui croient que ça va être contenu. Et ça, c'est pas en allant regarder les exotiques du Rwanda qu'il faut qu'on aborde cette question. C'est en faisant ce qui se passe ici. C'est qu'au début, on croit que c'est contenu, qu'on peut être au spectacle, et après, on se rend compte que c'est trop tard. C'est pas seulement une question de moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une question de timing. C'est qu'il arrive à un moment donné où le point de non-retour est atteint. Les affirmations identitaires ne sont plus en lien. Attention, ça ne concerne pas que les autres. Quelque chose me frappe ici, dans cette conversation. C'est que nous ne parlons que d'interventions possibles, justes ou injustes, se passant ailleurs. Comme si on excluait que des guerres puissent se produire ici. Il faut un petit songer à ça aussi. Et que je trouve, c'est que nous sommes dans une époque où toute une génération, deux peut-être, croit que les guerres en Europe ne sont plus possibles. Vous savez, moi, il y a trois sortes de gens qui m'inquiètent par rapport à la violence. Les violents, ceux qui croient que la violence n'est plus possible, et les non-violents qui sont prêts à tout pour éviter la violence. Rassurez-vous, je ne vais pas me répéter, mais je voudrais vous apporter une bonne nouvelle. C'est que les scientifiques aussi se préoccupent d'interventions non violentes. Et donc, après Hiroshima, en 1945, il y a eu une prise de conscience de la responsabilité sociale des scientifiques. Il y a eu le manifeste Russell-Einstein en 1955, à la suite de quoi ont été créées les conférences Pugwash pour la science et les affaires mondiales. Alors Pugwash, c'est une bourgade en Nouvelle-Écosse au Canada, ça c'est tout à fait anecdotique. Mais ça veut dire que... Alors, je vous signale aussi que tous les 10 ans maintenant, le prix Nobel de la paix évoque la mémoire de Hiroshima. En 1975, c'était Sakharov. En 1985, c'était l'Internationale des médecins contre la guerre nucléaire. En 1995, ça a été justement Pugwash, les conférences Pugwash pour la science et les affaires mondiales, et Joseph Rotblat, son fondateur. En 2005, ça a été l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et donc en 2015, qui est proche, vous pouvez faire vos pronostics. Mais donc, Pugwash maintenant, c'est un forum avec à peu près 700 personnes. Je reçois des messages tous les jours sur toutes les questions qui se passent en Syrie, assurez-vous, dans toutes les régions où il y a de la violence, et comment intervenir de manière non violente. Et l'an dernier, j'étais à la 60e conférence Pugwash qui était à Istanbul, et nous avons énormément parlé de tous les problèmes du Moyen-Orient, et il y a des quantités d'actions, de rencontres qui sont organisées de manière discrète
entre les personnes en conflit pour essayer de rapprocher, d'imaginer des solutions, etc. Donc, je pense que c'est une information qui n'est peut-être pas connue des gens ici, mais c'est important. Et bon, il se trouve que je suis l'un des animateurs de Cocoche France. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un propos que Frédéric a évoqué tout à l'heure, à propos du conflit israélo-palestinien, qui est un des points sensibles aujourd'hui en géopolitique sur la place de la guerre, de cette guerre latente qui ne cesse de se prolonger, et de l'état endémique de cette guerre compte tenu du sort qui est réservé au peuple palestinien. Ne serait-ce pas là aussi un des points sensibles de notre réflexion d'aujourd'hui sur la non-violence? Est-ce qu'il y aurait une réponse non-violente au conflit israélo-palestinien? Qui est-ce qui veut se lancer? Alain? Voilà, touche pas le micro. Alors Alain, et après voilà. C'est l'exemple même, ce conflit israélien-palestinien, d'un conflit qui nous prend à contre-pied dans toutes nos certitudes que les guerres seraient manipulées par des idéologies. Il existait avant la guerre froide, il a existé depuis, qui serait motivé uniquement par des dimensions économiques, non pas que ça ne joue pas, mais c'est peut-être pas l'essentiel, c'est pas ça le sujet à mon avis. D'ailleurs c'est dommage que ce ne soit pas seulement l'énergie qui soit à l'origine des guerres, parce qu'il suffirait alors de délivrer le prix Nobel de la paix au gaz de schiste et on serait débarrassé. On a un problème ici qui me semble illustrer la réflexion sur le moteur des guerres justes, justifiables, illégitimes et légitimes. J'ai 3 minutes. Non, non, Alors, c'est oui. Et ce qui m'a fait dépasser le bout de fil que je vais tirer maintenant, ce sont des amis libanais qui m'ont fait comprendre un jour que certaines guerres civiles, d'apparence, au Liban on connaît, sont en réalité des guerres étrangères importées. Les Syriens n'y sont pas pour rien. L'hypothèse que je vais formuler, c'est qu'au-delà de toutes les autres explications du conflit insoluble israélien-palestinien, qui donne l'impression d'un conflit étranger entre Israéliens et Palestiniens, il s'agirait plutôt de 2 guerres civiles potentielles exportées. Je vais essayer de m'expliquer. Donc je crois qu'il fallait 3 minutes quand même. Aucune des 2 sociétés, israéliennes et palestiniennes, n'est homogène. Sans rentrer dans les détails, il y a des tensions, des relations très symétriques entre ceux qui étaient à la tête des bus, qui sont arrivés après, c'est vrai, chez les Israéliens comme chez les Palestiniens, entre des laïcs et des religieux, entre des faucons et des vrais cons d'ailleurs aussi, et des colons. Aucune des 2 sociétés n'est homogène. Et on connaît pourtant quelle pourrait être la solution pour arriver à un accord de paix. On en connaît le principe. Elle a été déjà mise en place, tout est détaillé, y compris le partage de Jérusalem, sauf que la mise en œuvre de l'accord de paix risquerait de provoquer dans chacune des 2 entités des tensions telles que ça conduirait à la guerre civile. On l'a bien vu, notamment en Israël, lorsqu'un premier ministre a été assassiné, c'est pas une forme d'exercice de la démocratie. On le voit en Palestine également, où la mise en œuvre éventuelle d'un accord de paix conduit à des tensions qui font que la société palestinienne est au bord de la guerre civile. Et ça a été particulièrement spectaculaire lors d'une retransmission télévisée absolument extraordinaire de Charles Zerlin, Le rêve brisé,
je me souviens de ce témoignage qu'il a apporté lorsque, à la fin du mandat de Clinton, qui voulait tenter de passer l'histoire pour d'autres épisodes que ces purlucs, il a convoqué tout le monde, Arafat et Barak, à Camp David, sur le thème « Vous ne sortirez que quand vous vous serez mis d'accord ». Et on assiste à la scène. Ils sont d'accord sur tout. Ils repartent chacun dans le règne de Camp David, et au bout de 5 minutes, ils reviennent, enfin 1 heure, 5 minutes de film, en disant « On ne peut pas. On va parce que si on signe ça, nous sommes assassinés, l'un et l'autre, disent-ils, dans les guerres. C'est là qu'en fait, ce qui rend la guerre pérenne, c'est pas seulement les motivations économiques, c'est pas seulement la haine identitaire, c'est que dans ces deux communautés, les risques de la paix sont plus grands encore que les risques de la guerre. Le risque de la paix, c'est la guerre civile. Et plutôt que d'éviter les guerres internes, ils préfèrent se réunifier en renouvelant les conditions permanentes de la guerre extérieure. C'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure, le choix de l'embarras. Alain a répondu d'une façon très pertinente à la question posée, mais moi je continue de croire qu'il faut répondre sur risque. Et faire la paix au risque de voir l'émergence d'une guerre civile aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens. Et pour avoir été à Madrid, quand j'étais à France 3 à l'époque, lors des premiers pourparlers publics rendus publics entre Israéliens et Palestiniens, je peux certifier. J'ai eu cette chance-là d'établir à la télévision française, donc on en était fiers, le premier dialogue télévisé entre Israéliens, entre deux décideurs évidemment, dirigeants israéliens et palestiniens. Et moi je savais, pour connaître les uns et les autres, même de Paris, qu'en fait ce dialogue devait depuis fort longtemps, avant même ces pourparlers de Madrid, avant même cette émission télévisée. Il y a une interaction entre les uns et les autres qu'on n'imagine pas ici. Il y a des points communs, il y a une culture commune entre les uns et les autres qu'on n'imagine pas ici. Alors il est vrai qu'à l'image de Martin Luther King, de Gandhi, les hommes de paix soient assassinés. Rabin par un Israélien, Sadat par un Égyptien. Il est vrai que c'est aussi le prix à payer, celui d'une non-violence ou celui d'un désir de paix, parce que souvent des guerriers font la paix, et ce seront des guerriers qui font la paix, mais je continue de croire, c'est une façon de répondre à une autre question qui était posée, je continue de croire que c'est possible. Moi j'aurais rêvé vivre à 20 ans, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 10 ans, j'aurais rêvé vivre dans un pays indépendant, voire algérien, mais au milieu des 3 communautés. Et je continue de penser que si on devait mener un combat, un seul, ce serait celui-là. Parce que pour reprendre aussi le propos d'Alain de Frédéric tout à l'heure, quand vous souhaitiez un dialogue entre les religions, et c'est vrai qu'Alain a raison de dire qu'on est en régression totale. Et c'est vrai que le problème se pose ici aussi, chez nous, et que ce dialogue entre les religions est rendu très difficile par une radicalisation des 3 religions, avec un islam qui se sert de la religion comme vecteur politique, et de 2 autres religions qui, pour répondre à cette radicalisation, se radicalisent à leur tour. Et de ce point de vue, je le vis comme un échec terrible et terrifiant pour nos sociétés. Et bien, malgré cela, et parce qu'il y a ces risques, et parce qu'il y a ce danger, notre devoir, simplement, par la non-violence ou par une main tendue à l'autre, notre devoir, c'est de militer pour cette paix-là, ici, entre les uns et les autres. Et Dieu sait qu'on a un long chemin à faire, mais aussi là-bas, par exemple au Proche-Orient, entre Israéliens et Palestiniens. Je connais le seul Israélien et Palestinien qui existe. Je le connais. C'est un ami. Il s'appelle Ofer Bronstein. Il est président du Forum pour la paix. Il est d'une culture très diverse. Son père est d'origine turque, sa mère est d'origine tunisienne. Il parle absolument tous les langues. Et citoyen israélien. Il a été fait citoyen palestinien par Mahmoud Abbas. Il a donc un double passeport. Donc je sais, pour les connaître, qu'il y a des hommes et des femmes des 2 côtés qui continuent de se battre pour la paix. Arrivons-ils un jour? Je ne le sais pas. Le verrons-nous un jour? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Mon cœur aussi, Paul, je retiens au-delà des émotions qui
vient de vous exprimer légitimement et que je partage, une phrase, un bout de phrase essentielle. Ce sont parfois les hommes de guerre qui réalisent la paix. C'est que pour sortir du risque de la guerre civile, il ne faut pas compter sur les colons. Seuls les chefs de guerre ont une légitimité pour imposer à leur propre camp la paix. Charonne, qui n'est pas mon maître à penser, avait cette légitimité, semble-t-il, de pouvoir dire, même moi, diront pas les Israéliens, je veux dire, même moi, chef de guerre, je vous le dis, il n'y a pas d'autre solution pour faire la paix. Donc il faut plus attendre des chefs de guerre lucides que des militants de la paix passive. Hélas. Oui, je crois qu'il y a effectivement d'un côté la fascination des extrémismes, hein, et que les extrémistes ont toujours été, je dirais, plus emblématiques et plus fascinants. Et cette fascination de l'extrémisme, je crois que c'est ça qui est extrêmement dangereux, et qu'en plus, comme disait je ne sais plus qui, voilà, pour former un extrémiste, 3 mois suffisent, pour former un homme qui est de culture et de paix, il faut 20 ans, en fait, je dirais. Et c'est un peu le drame de la région. Maintenant, je crois que face à cette fascination des extrémistes, il y a aussi, je crois, le désir de paix de la population. Et de savoir que la plus grande partie de la population n'aspire qu'à une chose, c'est à vivre en paix. Et le problème, c'est comment va s'opérer ce partage entre une majorité de la population qui aspire à la paix et cette fascination des extrémismes. Et malheureusement, je peux peut-être faire un parallèle un peu audacieux, mais en France, dans la seconde moitié du XVIe siècle, on a connu un demi-siècle de guerre civile religieuse, hein, des guerres de religion, hein, qui ont été épouvantables. Et les historiens disent que, d'une certaine manière, l'édit de Nantes, qui a mis fin un peu, après plusieurs essais de mettre fin à la guerre, l'édit de Nantes qui a mis fin a pu s'imposer à ce moment-là parce que le pays était totalement épuisé par 50 ans de guerre. Et malheureusement, je veux croire que la paix arrivera un jour, et la paix arrivera le jour où le pays sera épuisé par des décennies de guerre et de conflits. Mais l'équipement a été révoqué. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Je viens d'un paroissien ici. J'ai été interpellé tout à fait au début par tous ces termes applicables aux guerres. Et je me demande, je pose deux questions. La première, est-ce qu'en disant qu'une guerre est justifiable, juste, etc., est-ce que ce n'est pas simplement une façon de se donner peu de confiance? Et deuxième question, quand on a deux parties, on parle de l'un, et on oublie qu'il y a par derrière une autre partie qui est peut-être aussi sa façon de voir les choses. J'ai aimé votre lapsus. Vous avez parlé d'une bonne confiance. Je pense que vous voulez dire bonne conscience. La réponse est dans la question. C'est un mi-chemin entre les deux, bien sûr. Maintenant, on ne peut pas non plus renvoyer tout le monde d'oiseau. Que les guerres opposent parfois des gens qui ont tous raison, c'est sûr. Mais dans certains cas, de renvoyer tout le monde d'oiseau conduit à un paysage de culotte qui n'est plus acceptable. Que les choses soient claires. Je n'ai personnellement jamais eu l'occasion de démontrer que je n'étais pas trouillard. Que je n'étais pas trouillard. J'ai eu de la chance, moi aussi je suis un enfant gâté. Je m'opposerai par petits temps toujours à la violence. Mais si vous me permettez, j'espère que par gros temps, je serai capable de combattre, et c'est pas pareil que de s'opposer, le fascisme, y compris toutes les formes modernistes. Nathalie.
excusez-moi, mais au risque que vous pensiez que je ne vous ai pas du tout écouté, ce qui n'est pas le cas, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur quelque chose. Quand vous parlez de non-violent, je ne comprends pas de qui vous parlez. Je n'ai pas du tout entendu parler de diplomatie. Est-ce que c'est de diplomatie que vous parlez? Est-ce que c'est de groupuscules ou d'idéalistes qui peuvent éventuellement toucher une partie de l'opinion? Voilà, je voudrais que vous m'éclaircissiez là-dessus. Il y a une grosse vingtaine d'années, Nelson Mandela est sorti de prison. Et à ce moment-là, quelle était l'alternative? L'alternative au nom d'un droit légitime, au nom de la justice, c'est de dire voilà, nous allons remporter les élections et nous allons imposer notre droit, notre légitimité, le droit des Africains d'origine africaine, enfin noirs, en Afrique du Sud. Il a décidé un autre chemin. Il a décidé le chemin de la main tendue, le chemin disons des coraux, du pardon. Du pardon à ceux qui l'avaient opprimé. Et en cela, il a bâti un pays qui s'est construit sur une autre solution que l'opposition entre les clans. Pour moi, c'est un exemple de non-violence. Simplement, autre exemple. Et encore la raison de citer Mandela, je continue de parler de Rwanda. Les Hutus massacrent 1 million de Tutsis en 1994. Les Tutsis gagnent militairement. Les Tutsis ont été massacrés par leurs propres voisins et le génocide était perpétré, prémédité par des Hutus qui connaissaient leurs propres voisins. Les Tutsis gagnent militairement, prennent le pouvoir, dirigent le pays et que font-ils? Et justement, le pardon. Alors il y a eu le temps des procès où les organisateurs du génocide ont été jugés et condamnés, aussi bien par la justice internationale que par la justice locale, ils ont un terme pour ça. Mais les Tutsis, dont les familles avaient été décimées et qui désormais dirigent le pays, ont décidé que sur les cartes d'identité, il n'y aurait plus d'inscription Tutsi ou Hutu. Ont décidé d'accorder leur pardon à des hommes qui avaient massacré d'autres hommes, qui étaient les exécutants et non pas les organisateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des rescapés Tutsis vivent au Rwanda à côté des tueurs, des ex-tueurs, et qu'ils essayent de vivre en bonne intelligence. Ils n'ont pas oublié, mais ils ont décidé d'accorder leur pardon. C'est ça. Moi-même, j'aurais envie de proposer encore une autre vision de ce que ça doit être la non-violence. Est-ce que c'est seulement un idéalisme? Moi, je ne pense pas, parce que pour moi, la non-violence, je l'associe à la situation de personnes qui vivent au milieu de la violence. Ce serait la première chose. Pour moi, le non-violent, c'est quelqu'un qui vit, donc du coup, ça se pratique, c'est pas simplement un idéal conceptuel. Les non-violents, pour moi, vivent au milieu de la violence. Et deuxième caractérisation que je ferai, c'est des gens qui, au milieu de la violence, résistent à la contagion de la violence. Parce que, comme ça a pu être évoqué de bien des manières, la violence a quelque chose de contagieux. Et je voudrais illustrer cette réponse un peu formelle que je fais avec une histoire. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, je voudrais plus le développer. J'ai commencé à parler du programme d'accompagnement écuménique pour Israël et la Palestine. Donc en principe, je dirais que c'est des idéalistes de la non-violence au départ. C'est des personnes, des idéalistes de la paix qui viennent. Vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est EAPPI, Ecumenical Accompaniment Program for Palestine and Israel. Il se trouve donc que, concrètement, le contexte où j'ai pu entendre ces personnes-là, c'était l'automne dernier en Corée, à l'Assemblée du Conseil écuménique des Églises, où j'ai été envoyé par l'Église unie. Il y a eu un moment de forum où ces personnes ont présenté leurs activités. Donc, eux, malheureusement, j'ai été déçu de leur présentation. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils font? En principe, tout ce qu'ils font est très bien. On sait qu'il y a des situations injustes pour les enfants palestiniens, par exemple. Donc, ces enfants qui doivent passer des checkpoints, qui sont soumis à des humiliations, à des tracasseries. Et donc, ces observateurs écuméniques sont là pendant toute l'année
note les allées et venues de ce que font les personnes, accompagne les enfants, les aide à passer les checkpoints. Lorsqu'il y a quasiment quotidiennement des tensions, il les enregistre pour faire un monitoring de la situation. Bon, tout ça, on pourrait dire c'est très bien d'avoir un observateur neutre. Sauf que ce qui m'a beaucoup choqué lorsque je les ai entendus présenter leurs activités, ils nous ont fait une présentation, là il y avait 5 personnes derrière une table. Toutes ces personnes étaient soit, comme je disais, des Norvégiens ou des Américains, ou encore des instituteurs palestiniens ou d'autres personnes. Et en fait, ils étaient tous côté palestinien. Ils nous ont présenté une superbe vidéo où on voyait tout ce que les petits-enfants palestiniens endurent, et comme c'est difficile pour eux, comme ils ont effectivement les mines près de leur école, etc. Bon, sauf que tout ça était entièrement à sens unique. Et en fait, leur organisation, et là c'est pour ça que j'appellerais ça des idéalistes de la non-violence, tout ça était à sens unique. Il y avait un rabbin à côté de moi dans la salle, on ne lui a pas donné la parole, et à aucun moment ils ne se sont questionnés sur qu'est-ce qui se passait de l'autre côté du mur. Alors, pour moi, justement, ça c'est le piège, ça c'est pas ce que j'appelle la non-violence. Parce que ça, c'est des personnes qui, venant au milieu de la violence, se laissent entraîner d'un côté, et finalement deviennent prennent parti sans le vouloir. Et le non-violent, voilà, à travers cet exemple, j'illustre ma réponse. Pour moi, le non-violent, c'est quelqu'un qui, tout en étant au milieu de la situation de violence, arrive à ne pas se laisser entraîner d'un côté ou de l'autre. Et il y a des gens comme ça qui ont cette lucidité de résister à l'embrigadement dans un parti ou dans un autre. Merci Frédéric, je crois que c'est une très bonne conclusion sur ce débat. Je reviendrai sur un propos que Frédéric a mentionné tout à l'heure. Il a parlé d'une laïcité qui serait trop forte, qui entraînerait la recherche d'une identité religieuse auprès de certains jeunes qui se radicalisent. Je voudrais rebondir pour terminer cette séance sur ce point parce que aujourd'hui, effectivement, ce dont nous manquons le plus, c'est ce qu'a mentionné Frédéric, c'est d'organiser le dialogue des religions dans la sphère publique. Et dans ce cadre, effectivement, nous avons tous un rôle à jouer. Et moi, je suis stupéfait du silence des églises protestantes. Nous ne sommes pas audibles, nous ne parlons pas assez. Et nous vivons depuis protestants, en fait, dans l'espérance. Vraiment, l'espérance, c'est que justement, nous soyons plus audibles, nous prenions la parole. Jean Bobéro, avec Olivier Abel, ont essayé de structurer un mouvement qui est en train de prendre racine, et dont quelques paroissiens dont je suis font partie, pour essayer justement de rendre audible la parole protestante. J'espère que c'est un élément qui sera déterminant dans l'organisation de ce dialogue dans la sphère publique. Et enfin, pour terminer avec une note d'espoir, je voudrais quand même souligner que dans ce tableau assez sombre que nous avons tracé aujourd'hui, mais qui nous laisse quand même en place quelques éléments d'espoir, il y a un élément extraordinaire qui vient de se passer, une énorme lumière qui s'est allumée au Maghreb. C'est le vote de la constitution tunisienne et la constitution d'un nouveau gouvernement tunisien. Qui pensait, après la prise du pouvoir de El Haddad, qu'on aboutirait à cette situation? Comme quoi même les plus radicaux, El Haddad en l'occurrence, sont capables de réfléchir et de se placer en face d'une histoire. Ils n'ont pas voulu subir le sort des frères musulmans égyptiens et ils ont eu l'intelligence de se dire la paix, ce sera avec tout le monde et nous jouerons cette carte-là. Donc il y a quand même de l'espoir. Merci de votre attention, merci.